Okay, we are ready. Go ahead, Lauren. Ok, bonjour tout le monde. Alors, tout d'abord, mon nom est Laurent Mespa. Je suis facilitateur pour ce cours francophone en ligne sur la production et la consommation durable, consommation verte. Nous avons invité une personne, une intervenante qui devait faire la présentation. Malheureusement, pour des raisons techniques, elle ne peut pas être accessible en ce moment. Donc, nous nous excusons. Donc je vais la remplacer pour cette présentation et je vais être là aussi pour les discussions. Donc nous allons faire je vais vous faire une présentation euh, que je vais essayer de ne pas faire trop longue. Nous avons en tout 1 heure et demie. Je vais faire une présentation d'à peu près une demi-heure et la présentation va être suivie de questions et réponses. Donc, vous allez pouvoir poser vos questions et pour cela, vous pouvez cliquer pour lever la main lorsque vous avez une question. Ensuite, vous allez pouvoir aussi écrire vos questions en dessous. Vous avez une section aussi où vous pouvez poser vos questions par écrit ou vos commentaires. Donc voilà, en tout cas, bienvenue à tout le monde. Je vais commencer la présentation. Donc le sujet, c'est l'introduction générale pour ce cours et comment promouvoir une croissance écologique par la production et un commerce agricole durable. La question correspond au but de développement durable numéro 12, où la consommation durable des biens et des services se fait de manière équitable. Il faut que ça fasse équitable et viable tout en répondant aux besoins fondamentaux des êtres humains dans le monde entier. La consommation durable s'adresse à tous les secteurs et à toutes les nations, de l'individu au gouvernement au niveau individuel au niveau du gouvernement. L'utilisation des services et des produits liés qui répondent aux besoins fondamentaux et apporte une meilleure qualité de vie tout en minimisant l'utilisation des ressources naturelles et des matières toxiques, ainsi que des émissions de déchets et de polluants au cours du cycle de vie du service ou du produit. Pour ne pas compromettre les besoins des générations futures, il s'agit du symposium d'Oslo en 1994. Donc, la durabilité, le changement climatique, la biodiversité, l'eau, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le droit à l'alimentation, et les régimes sont tous étroitement liés. Toutes ces questions sont très étroitement liées les unes avec les autres. Allons voir la diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre sur ce cours? Alors, pourquoi devons-nous nous concentrer sur les commodités ou les produits agricoles? Quel est l'impact et les causes de leur production non durable, les défis du côté de la demande et les différents acteurs impliqués, les choix de consommation, l'impact et les causes de la production non durable, comment réaliser une production durable à l'échelle, se concentrer sur les partenariats privés et publics des produits verts durables, du programme de développement des Nations Unies. Alors, pourquoi se concentrer sur les produits, sur la production agricole? L'agriculture est aujourd'hui la cause principale de la déforestation. La déforestation et la dégradation des forêts représentent 20% des émissions totales de GES.
Les forêts couvrent 30% de la planète, mais peuvent disparaître complètement en 100 ans au taux actuel de déforestation. L'huile de palme, le cacao, le café, le soja et le bétail sont les produits clés entraînant la déforestation. Les produits agricoles sont le socle de la plupart des économies en développement rural, contribuant au développement économique, à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. « 1,6 milliard de personnes dépendent des forêts pour survivre. » Juste une parenthèse là pour demander à Diego, can you hear me? Is Susanna able to connect? Yes, Lauren, we are just trying to connect her. Susanna, can you hear us? Yeah. Yes. Hello. Hello, everyone. Okay. So sorry for all the problems you had connecting the session. I'm going to open your microphone, and you can continue the presentation. Lauren, you need to pass the slides because we already started. Okay. Okay. What do I need to do about the slides? Just passing the slides when Susanna is talking. Okay. Okay. Merci. Let me just. Okay. Or we can just, Susanna, share the screen. Susanna, are you ready for that? No, sorry. I need to open the file. I don't know. Je sais pas si vous voyez. Can you see my screen now? Yes, we are seeing your screen. Okay, I will just introduce Susanna because it's also on the text. But donc bienvenue Susanna Tolrianova, qui est consultante pour le programme sur les communautés vertes du programme des Nations Unies, du programme de développement des Nations Unies. Susanna a 7 ans d'expérience dans le domaine de l'agriculture, l'environnement et le développement international, les organisations internationales et les gouvernements. Pendant qu'elle était auprès du ministère tchèque de l'Environnement, en tant qu'agent de la politique environnementale, elle a travaillé sur la consommation et la production durable. Elle a également été impliquée dans les questions de biodiversité et de développement durable, tout en agissant comme le point focal national pour le protocole de Nagoya et la Convention des Carpates. Susanna est titulaire d'une maîtrise en gestion de l'environnement de l'Université Charles de Prague et de développement agricole et des politiques économiques de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et un diplôme en biodiversité et écologie continentale de l'Université Paul Cézanne à Marseille. Donc voilà, est-ce que Susanna est maintenant accessible, disponible? Oui, je suis là. Vous allez continuer à passer les slides? Je voulais savoir où est-ce que vous voulez commencer, au début ou où est-ce que j'en étais? Tout d'abord, je voudrais remercier pour cette opportunité de présenter ce webinaire. Je suis vraiment désolée pour ce petit souci technique. Si vous l'avez déjà bien commencé, je pense qu'on pourrait reprendre par le slide 5 ou 4, parce que c'est là où vous avez terminé, je pense. D'accord. Voilà, donc nous passons au 5, le diapo numéro 5. Je vais juste agrandir. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Susanna. Oui. Alors, comme vous l'avez déjà entendu, l'agriculture est aujourd'hui la cause principale de la déforestation. Et
c'est une des raisons pourquoi il faudrait qu'on se concentre sur elle. Les produits agricoles sont très importants dans la plupart des économies en développement. Et l'agriculture contribue au développement économique, contribue à la sécurité alimentaire et à la réduction de pauvreté. Mais une façon non durable de production peut aussi avoir un effet contraire. Oui, on peut passer sur le prochain slide, s'il vous plaît. J'essaie de le faire passer. Voilà. Merci. Alors, quels sont vos choix au petit déjeuner? D'où viennent-ils? Qui les a produits? Comment? Votre café, votre lait, thé ou chocolat? Ou bien du blé ou ananas? Qui les a produits? Alors, ça, c'est des questions qu'on peut, donc, aux consommateurs se poser. Et nos choix sont importants. Et pourquoi ils sont importants? On verra ça sur le voilà. L'agriculture indurable ou non durable peut avoir différents impacts potentiels. Ça peut être déforestation et perte de biodiversité, contamination par des produits agrochimiques, problèmes de santé, contamination des eaux. Ça peut être aussi travail des enfants et droits des travailleurs limités. Ou les petits agriculteurs, les petits producteurs qui sont piégés dans la pauvreté et insécurité alimentaire, même s'ils travaillent dur, mais leur production ne peut pas être vendue ou ils n'ont pas assez de rendement. Oui. Il y a bien sûr plein d'autres raisons ou plein d'autres impacts potentiels qui jouent. Alors, si nous regardons la production, qui est sur le slide suivant, il y a plusieurs causes sous-jacentes aux productions non durables des matières premières agricoles. Souvent, c'est tenure foncière incertaine qui est à la base de la propriété de terre incertaine qui est à la base d'autres problèmes. Elle est liée à la mauvaise planification de l'utilisation des terres, aussi à l'accès limité aux services financiers. Cet accès limité peut aussi être causé par des politiques qui ne sont pas développées suffisamment et qui n'incitent pas la durabilité. Politique et incitation fiscale favorisant les impacts négatifs, ça peut aussi arriver. Les producteurs peuvent avoir une faible productivité qui peut être causée aussi par des soucis techniques ou en fait des systèmes d'assistance technique aux petits agriculteurs qui sont faibles. En général, on note aussi manque de coordination des acteurs de chaîne d'approvisionnement. Et il y a bien sûr d'autres raisons et ça dépend sur les cas individuels de chaque pays, de chaque matière première agricole, de chaque région. Et une analyse de cette cause est à la base d'un changement et à la base de cette analyse, on peut ensuite proposer les pas pour améliorer la situation. Il y a aussi quelques défis du côté de la consommation.
des matières premières agricoles, ce que nous verrons sur le prochain slide. Souvent, on rencontre une sensibilisation limitée au risque d'approvisionnement non durable et avantage de l'approvisionnement durable. Alors, il n'y a pas cette connaissance, il n'y a pas cette sensibilisation pour les consommateurs ou pour le secteur privé qui achète les matières premières agricoles. La structure de chaîne d'approvisionnement est assez complexe et elle peut avoir peu de transparence. Il peut y avoir des politiques qui permettent la déforestation afin de répondre à la demande. Alors, il peut y avoir politique favorisant la production de cette matière première agricole, mais ensuite, cette production peut avoir des impacts négatifs sur la déforestation, biodiversité, etc. Il peut y avoir aussi les produits qui ne sont pas le produit qui sont développés, qui sont produits, pardon, avec une déforestation limitée ou des produits qui ont été qui sont produits de manière durable, qui ne sont pas disponibles aux marchés locaux, mais qu'aux marchés internationaux. Alors, il y a plusieurs défis et comme déjà dit, toujours ça dépend de la commodité, ses spécificités, des pays, des marchés mondiaux, des marchés locaux. Alors, c'est très important de bien analyser la situation. Ensuite, de nombreux acteurs peuvent prendre des mesures différentes, ce qu'on verra sur le prochain exposé. Suivant, s'il vous plaît. Le prochain slide, s'il vous plaît. Le prochain exposé, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Allô? Lorraine, do you have problems with the presentation? Hold on, Susanna. We are trying to check if Lorraine is having problems. Can you hear me? Sure. Yes, I do. Okay, so. Sorry. Oh, hold on. We are expecting some problems. Lorraine, are you there? Okay, it seems like we're having problems with the facilitator. Okay. Hold on. So sorry. Can you So I can, explain to the... Yeah, sure. I could share my screen then in this case if that's complicated. Okay, I'm going to share your screen then, okay? Okay, great. Thank you. Okay, we can see your screen now. Great. Oui, du coup, de nombreux acteurs qui sont impliqués dans la production et la consommation des matières premières agricoles peuvent aussi prendre des actions différentes.
les compagnies privées ou des producteurs, aussi les gouvernements peuvent considérer les options des certifications, par exemple, pour assurer que les produits mis sur le marché remplissent des conditions demandées pour une production durable. Il y a des certifications bio, il y a des certifications du commerce équitable, il y a des différents labels, il y a des produits locaux, il y a élevage en liberté pour les poules, par exemple. Ensuite, il y a aussi des déclarations de différentes parties prenantes. Il y a des politiques qui sont préparées, comme par exemple des différents engagements nationaux des pays consommateurs et aussi des pays fournisseurs. Alors, chaque pays peut prendre des mesures. Ça se voit par exemple au niveau européen, où l'Union européenne peut proposer certaines mesures, mais chaque pays aussi peut proposer ce type de mesures de marché interne. Il y a aussi des engagements, des initiatives d'entreprise. Il y a par exemple des déclarations sur la production de cacao. Et il y a aussi des groupes de défense ou des militants qui, tant que par exemple Oxfam ou Greenpeace, qui publient des différents rapports et surveillent la situation. On peut trouver un nombre de différents rapports et des outils qui ont été créés sur la déforestation, par exemple, et les matières premières agricoles. Vous pouvez vous rendre, par exemple, sur ce site commoditiesglobalforestwatch.org qui a plein d'informations intéressantes sur la déforestation. Il y a aussi des cartes des déforestations. Il y a des informations quasi en temps réel, on peut dire, quasi en temps réel. Il y a aussi un nouveau système qui s'appelle Transparency for Sustainable Economies, qui se focalise sur certaines matières premières, comme le soja, et qui est en train de se développer. Du coup, il y aura beaucoup plus d'informations, mais ça montre, par exemple, les mouvements de certaines commodités sur les marchés mondiaux, alors du pays producteur jusqu'à la commodité arrive sur le marché national d'un pays consommateur. Il y a aussi supplychange.org au Global Canopy Program. Notre programme des Green Commodities appuie le système qui s'appelle MOCUP, qui est un système qui a été développé au Costa Rica. Et vous voyez l'image au fond de cet exposé, et qui sert à superposer des différentes couches d'informations satellitaires sur la couverture des sols, et aussi des couches d'informations sur la propriété des sols. Il aide à détecter déforestation liée à la production des matières premières agricoles. Comme on l'a vu, la production et la consommation des matières premières agricoles est assez complexe. Il n'y a aucun acteur seul qui peut aborder cet ensemble complexe des problèmes. Il faut une collaboration, il faut des discussions, et il faut du coup que, par exemple, les gouvernements prennent l'initiative d'aborder les problèmes nationaux sous-jacents. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui peuvent être, par exemple, manque d'outils financiers ou manque des politiques nationales. Et le gouvernement pourrait alors créer un environnement plus favorable pour que le secteur des produits durables puisse se développer. Il faudrait créer des incitations financières pour une production durable. Et la demande de produits durables devrait aussi devenir la norme.
au niveau international sur les marchés mondiaux, mais aussi au niveau national. Les entreprises, de leur côté, doivent prendre des initiatives au-delà de leur chaîne d'approvisionnement et collaborer avec le gouvernement sur les solutions concrètes sur le terrain. Il y a des exemples des Mondelez qui a développé son programme qui s'appelle Coco Life et qui justement essaie de travailler avec le gouvernement et sur des solutions concrètes sur le terrain. C'est par exemple au Ghana, en République dominicaine. Du coup, toutes les parties prenantes devraient collaborer et lier leurs efforts afin d'obtenir des meilleurs résultats et de trouver des solutions ensemble. Le programme des Nations Unies pour le développement a du coup essayé de répondre, tenter de répondre à cette challenge assez complexe et a lancé en 2009 notre programme des commodités durables. Et c'était juste afin d'améliorer les moyens d'existence au milieu rural, atténuer les changements climatiques et protéger les forêts et les écosystèmes et empêcher la déforestation. Alors, les objectifs sont ambitieux et notre programme alors vise à soutenir et transformer les secteurs des produits agricoles qui comprennent actuellement plus de 8 millions d'agriculteurs et plus de 20 millions d'hectares. Du coup, il y a un grand potentiel. Nous travaillons avec des différents pays au niveau des projets des programmes des Nations Unies pour le développement. On travaille dans 11 pays, dont le Costa Rica, l'Équateur, le Pérou, le Paraguay, la République dominicaine, Libéria, Côte d'Ivoire et Ghana en Afrique. Et en Asie, c'est les Philippines, Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Comme vous pouvez le voir, on travaille sur 7 commodités en ce moment. C'est surtout le cacao, l'huile de palme en Indonésie, en Libéria. C'est aussi le café au Pérou, en Équateur. Et on travaille aussi dans le secteur de la pêche. Alors ça, c'est une nouvelle approche et on voudrait dans nationaux et on apporte un soutien technique et conseil. Et ce qui consiste à mener un dialogue multisectoriel des différents acteurs qui sont impliqués dans le secteur de matières premières. On soutient le gouvernement à établir des plateformes nationales des commodités spécifiques. Alors, ça peut être des plateformes d'ananas comme celui de Costa Rica, de cacao, de l'huile à palme à l'huile, par exemple. Et on cherche avec eux alors à fournir un espace neutre qui réunit plusieurs parties prenantes pour convenir conjointement un plan d'action national. Cela, c'est aussi pour fournir une action coordonnée multisectorielle pour une production durable de produits de base, un environnement propice au changement. On cherche aussi avec eux à travailler sur des solutions systémiques aux causes profondes, aux causes sous-jacentes dont on a parlé tout à l'heure. Et on encourage le leadership national. Alors, ces plateformes sont conduites par les participants, sont dirigées par le gouvernement et sont habilitées par notre programme des Green Commodities. Comme vous pouvez le voir, alors, elles consistent de 4 groupes de partenaires. Alors, c'est tout d'abord le gouvernement, bien sûr, c'est le secteur privé, où il y a des différents acteurs comme les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, des acheteurs, des commerçants, des associations des commerçants,
des banques. Il y a société civile qui est impliquée comme des chercheurs, des académiques, des organisations non gouvernementales. Et on aussi implique dans le processus les partenaires du développement, comme les bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux, d'autres agences des Nations Unies, pour alors débattre ce sujet de durabilité d'une certaine matière première agricole. Ce processus a été presque abouti, on peut dire, a eu du succès au Costa Rica, où la première plateforme d'ananas durable a été soutenue et développée. Cette plateforme était lancée en 2011. Elle voudrait répondre aux préoccupations concernant le boom d'ananas qui était lié avec la pollution des eaux par des intrants agricoles, par la déforestation, par exemple. Il y avait plus de 900 personnes qui représentaient plus de 50 groupes. Et il y avait compris aussi des grands producteurs, des grands acheteurs comme Tesco et Walmart, les petits producteurs, la société civile, et tous sont sont parvenus à un consensus qui était le plan d'action nationale qui contient 12 activités qui définissent les responsabilités de chaque partie prenante. Parce que comme on l'a dit, il faut travailler ensemble et chacun peut faire son bout de travail. Du coup, ce plan d'action qui est en train d'être mis en œuvre a été le résultat de ces discussions et des longs débats et a certainement été un succès qui a été approuvé aussi au niveau présidentiel. Du coup, on peut voir que la production durable dans le cas d'ananas peut aussi contribuer à la consommation durable. Parce que si, par exemple, au Costa Rica, le pays prend des mesures pour produire d'une façon plus durable, l'ananas qui est exporté, parce que 50% d'ananas qu'on mange qui sont importés d'un pays proviennent de Costa Rica, alors on peut aussi soutenir la consommation durable. Quelles sont les principales idées à retenir alors? Les consommateurs peuvent choisir, ils ont leur choix et ils peuvent se faire guider par des différentes certifications, par des différents outils de marché. Aussi, les acheteurs ou les compagnies agroalimentaires peuvent acheter des produits plus durables et peuvent les mettre en marché. Ce qui est très important, c'est cette action collaborative et un changement structurel qui peut prendre beaucoup de temps, mais il est très important alors de travailler sur des différents niveaux. Je voudrais vous remercier beaucoup pour votre attention et je m'excuse encore une fois pour des soucis techniques. Et je serai ouverte à des questions facilitées par Laurent. Vous pouvez visiter aussi pour plus d'informations notre site internet ou nous suivre sur Flickr où il y a plein de photos des pays avec lesquels on travaille. Alors, liés à des communautés, on a aussi un Twitter ou une chaîne YouTube où on a des vidéos qui peuvent vous intéresser. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je vous entends très bien. Très bien. Alors, merci beaucoup encore une fois pour la très belle présentation et nous nous réjouissons que vous ayez pu vous joindre à nous malgré les problèmes techniques. Donc,
la présentation nous a montré vraiment à quel point le lien entre la production durable, il y a un lien très fort entre la production durable et la consommation durable, avec un des derniers exemples que vous avez donné avec l'ananas qui est produit au Costa Rica et de manière durable, qui garantit aussi une économie locale et en même temps qui apporte un soutien économique au pays puisque il contribue à l'exportation, à générer donc des revenus pour l'économie du pays. Il y a d'autres exemples que vous avez donnés aussi. Donc là maintenant nous avons le temps pour des questions et des discussions. Je vois que nous avons 34 participants en ligne qui sont présents, qui ont écouté le cours. Et donc, vous êtes les bienvenus pour prendre la parole. Je vois, n'hésitez pas à demander la parole. On pourra vous donner la parole si vous levez la main. Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, je peux déjà commencer par une question pour vous, Susanna. Vous avez donné l'exemple de l'ananas. Y a-t-il d'autres exemples aussi qui ont montré des résultats importants dans d'autres pays? Oui, en ce moment, on est aussi en train de travailler avec la République dominicaine qui a réussi à établir cette plateforme de cacao et qui a aussi développé un plan d'action national. Et en ce moment, est en train de détailler ce plan d'action national en projet et cherche aussi que des différents acteurs participent d'une façon plus active à travers de ces projets. Ils essaient aussi de mobiliser le financement pour ces projets à travers cette partie prenante. Et en général, je pense que le dialogue le processus de plateforme a soutenu le dialogue national sur la production de cacao en République dominicaine et que maintenant, c'est une des priorités du pays de produire le cacao d'une façon durable et aussi de le faire connaître au monde et produire sous une certaine marque du cacao national de République dominicaine. D'accord, merci beaucoup pour ce deuxième exemple, donc avec le cacao en République dominicaine. Je vois que nous avons parmi les participants des mains levées, donc je vais donner la parole une personne après l'autre. Je vous prie de bien patienter pour ceux qui ont aussi la main levée. Donc la première personne que je vois ici, c'est Mustapha Chebani. Donc je vous donne la parole. Vous pouvez aussi vous présenter, vous dire d'où vous venez. Oui, oui, bonjour. Bienvenue. Donc moi j'appelle de la Mauritanie. Est-ce que vous m'entendez? Mauritanie. Je vous entends. De la Mauritanie, vous dites. Oui, oui, oui. Donc ici, je travaille dans un projet qui s'occupe un peu de l'intégration des questions pauvreté et environnement dans les stratégies et les politiques donc nationales et de la budgétisation donc, au niveau national. D'accord. Et donc ici, nous sommes confrontés à des défis environnementaux très importants. Mais je voudrais juste rappeler ici, donc c'est juste, peut-être j'ai une petite contribution et une petite question aussi. D'accord. Je voudrais juste rappeler que je voudrais juste rappeler que
le mode de consommation non durable, donc, est essentiellement dit à une surconsommation, a été établi depuis le début des années 80, bon, avec une empreinte donc, écologique qui dépasse la capacité de régénération de la Terre, il faudrait bien souvent le rappeler, et qu'il en résulte que la capacité de régénération de la Terre ne peut plus répondre à la demande à partir du moment où l'homme donc, transforme les ressources en déchets plus rapidement que la nature ne transforme les déchets de nouveaux. Ce qui fait qu'il faut vraiment essayer d'inverser cette tendance pour permettre vraiment une production donc, durable. D'accord. Donc, à tout cela s'ajoutent aussi donc, les crises écologiques et sociales qui se manifestent désormais donc, de manière mondialisée, telles que les changements climatiques, la raréfaction des ressources naturelles, l'écart entre les pays développés et les pays sous-développés, la baisse drastique de la biodiversité, etc. Et donc, ce qu'il faut effectivement, c'est vraiment de développer des modes de consommation donc, qui soient durables. Et donc, ces modes de consommation durables ne peuvent être donc mis en place que s'il y a un mode de production durable. Ici, nous avons des ressources donc, importantes en matière de pêche, parce que nous avons des côtes plus poissonneuses donc, de l'Afrique. Mais nous constatons qu'il y a donc une surexploitation de ces ressources et que ces ressources connaissent de plus en plus donc, une raréfaction. Avec notamment le banc d'Arguin, notamment, j'imagine. Oui, le banc d'Arguin notamment, effectivement. Le banc d'Arguin, c'est important, effectivement. Mais il y a une surexploitation de ces ressources-là. Et donc, d'où l'importance de mener vraiment des politiques qui permettent de préserver donc, cette ressource. J'ai beaucoup apprécié donc, la mise en place de plateformes donc, sur toute la chaîne d'approvisionnement, donc à faire l'ensemble des acteurs. C'est vraiment quelque chose qui nous manque ici. Si vraiment on peut avoir un appui dans ce domaine, je crois que ce serait quelque chose de vraiment qui va beaucoup nous appuyer. Donc par rapport à ça, c'est par rapport à la question, donc la présentatrice dans les défis, elle a cité donc le manque de capacité à engager des sociétés de portefeuille comme défi. Donc je n'ai pas bien compris ce défi, si vraiment il peut donner davantage d'explications par rapport à ces défis. Merci beaucoup. D'accord. Merci bien pour votre question. Est-ce que Susanna, vous avez bien compris la question? Oui, alors la question c'était sur le engagement des capacités, sur le manque des capacités à engager des sociétés de portefeuille, c'est bien ça? Est-ce que vous entendez, monsieur Moustapha Chehbani? Oui, c'est bien ça. Oui. Alors, en fait, lors les projets, on a souvent noté qu'il est difficile pour les différents partis ou pour les gouvernements d'engager de créer des partenariats publics-privés et d'amener des grandes entreprises qui achètent des matières premières agricoles à travailler avec le gouvernement et aussi à soutenir la production par des différentes mesures. Alors, c'est surtout ça, en fait, qui serait bien. On devrait essayer d'améliorer ou de créer ces liens entre les sociétés, des compagnies privées et les gouvernements et approfondir des partenariats privés-publics. Ça peut être des banques, le secteur financier, ça peut être le secteur agroalimentaire, par exemple. Parce que eux, comme des principaux acheteurs, sont très importants et peuvent, du coup, travailler ensemble. On a eu ce cas, par exemple, comme j'ai cité, avec Cocoa Life de Mondelez, où Mondelez travaille au Ghana et en République dominicaine sur le terrain avec les petits producteurs. Ils essayent d'engager, de fortifier les services d'extension en travaillant avec le gouvernement.
est-ce que dans ce domaine, donc, on peut engager ce qu'il y a lieu d'appeler donc la responsabilité sociétale des entreprises? Oui, C'est- oui. C'est souvent à travers de ce type d'unité ou des départements d'entreprise que le contact ou le premier contact se passe. C'est souvent eux qui sont engagés dans ce dialogue. Tout à fait. Eux, et dans des différents pays, ils participent alors dans des plateformes, par exemple. Ils peuvent participer. Comme dans le cas de Paraguay, il y a le secteur privé financier qui a créé un partenariat avec le projet de soja et du bétail. Alors, c'est très important de commencer à travailler avec eux et merci beaucoup. les impliquer. Très bien. Merci, Merci pour votre réponse. Merci pour votre intervention. Merci de votre question. Monsieur Chebani, on va passer à la question suivante de la personne suivante qui est Nafissatou Gueye. Je vous donne la parole. Vous m'entendez? Nafissatou Gueye. Vous pouvez aussi vous présenter, vous dites d'où vous venez. Est-ce que vous m'entendez? Nafissatou Gueye, je ne vous entends pas. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. On vous écoute. Est-ce que vous arrivez à... Vous nous entendez? Bon, je vais passer à une autre personne pour des raisons techniques. Je passe à Sabine Wallens. Attendez, je vous donne la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour. Je vous entends. Oui, bon, je travaille en Belgique au gouvernement fédéral belge en environnement et en particulier sur l'intégration de la biodiversité dans différents secteurs. Donc, je suis particulièrement intéressée par tout ce qui se passe ici et nous venons de lancer un nouveau projet qui s'appelle #Biodiversity qui vise en fait à la fois travailler avec le consommateur et le secteur privé pour justement changer, dans un but de changer les modes de production et de consommation vers des produits plus respectueux de la biodiversité, parce que dans notre cas présent, on se concentre vraiment sur la biodiversité, qui est vraiment, je dirais, le parent pauvre dans toutes les politiques environnementales qui sont menées. Et donc, à ce titre-là, donc on développe une grande campagne de communication qui a été récemment lancée. Surtout pour le citoyen consommateur, pour le sensibiliser, parce que, bon, vous l'avez présenté tout à l'heure, c'est vraiment un défi de lui donner une certaine connaissance et une certaine sensibilisation par rapport voilà, aux produits plus durables, entre guillemets. Mais aussi, on est occupé à essayer de développer des outils pour permettre aux entreprises d'agir pour la biodiversité à divers niveaux. Et dans le cas présent, donc, deux outils, un plus global pour vraiment la biodiversité dans divers domaines d'action, que ce soit au niveau de leur entreprise, c'est-à-dire sur site avec les terrains, le bâtiment, etc., que ce soit dans la politique d'achat, avec le choix de leurs matières premières ou dans les processus de production. Et alors, dans cette optique-là, on veut essayer de développer un deuxième outil qui vise plus particulièrement alors les utilisateurs de matières premières à évaluer leur impact du choix de cette matière première sur la biodiversité. Et c'est un sujet, je pense, qui est porteur parce qu'elles vont permettre, c'est un sujet qui va permettre aux entreprises de vraiment pouvoir identifier où finalement se trouve l'impact. Et nous, on va essayer aussi de leur permettre d'avoir des critères
pour, par exemple, ajouter à leur cahier des charges pour leur permettre de faire des choix qui soient plus respectueux de la biodiversité. Mais bon, c'est un sujet vaste et complexe. Vous avez un peu mentionné, voilà, les divers éléments. Vous avez parlé beaucoup de déforestation, etc. Mais c'est pas la seule cause de perte de biodiversité. Et l'agriculture, si elle est bien menée, peut avoir des conséquences aussi positives sur la biodiversité et elle est très dépendante des services écosystémiques. Et donc ça rend encore ce schéma plus complexe. Et à ce titre-là, donc pour ce projet d'outils d'aide à la décision et de changement vers le choix des matières premières, on est confronté à des problématiques d'accessibilité des données, de manque d'informations sur l'impact des systèmes agricoles sur la biodiversité. Et donc, on est occupé à récolter de l'information, à essayer de trouver des indicateurs pour aider justement ces entreprises. Et je me demandais si c'était quelque chose que l'organisation, enfin l'UNDP pouvait aussi aider voilà, à essayer, à collaborer aussi à ce genre d'outils. D'accord, merci beaucoup pour votre intervention et vos remarques pertinentes. Susanna, vous avez un élément de réponse, une contribution? Merci beaucoup pour votre intervention, c'était très, très intéressant. Vous travaillez, je voudrais demander si vous travaillez surtout au niveau de la Belgique ou c'est un projet qui est international? Bon, en fait, on travaille principalement au niveau de la Belgique. Enfin, on commence, disons, petit. C'est-à-dire que notre campagne de sensibilisation vers le citoyen consommateur, enfin, c'est une campagne en 3 phases, hein, donc sur 3 ans. La première année, c'est la sensibilisation. La deuxième année, c'est l'éducation. Et la troisième année, c'est la mobilisation. Mobilisation, pourquoi? Parce que on veut vraiment aider les consommateurs à choisir des producteurs entre guillemets qui soient plus respectueux de la biodiversité. Donc, voilà, ça c'est vraiment au niveau belge. Maintenant, dans les 2 outils qui sont plus à disposition des entreprises, le premier qui est plus global est aussi plutôt belge. Par contre, le deuxième est plutôt international puisque la Belgique aussi est très importatrice de matières premières. Et donc, il est utopique de se dire qu'on va limiter, qu'on va régler le problème de perte de biodiversité si on ne vise que la Belgique. Donc, évidemment, dans ce cas, pour le deuxième outil, d'évaluation d'impact des matières premières. Et alors, je voulais préciser, ce sont des matières premières organiques terrestres. Là, alors, c'est plutôt au niveau international. Un troisième point, peut-être que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais qui peut rentrer aussi en ligne de compte et qui, je pense, rentre aussi dans vos considérations, c'est que comme ce sont des outils qu'on veut mettre à disposition des entreprises, on a décidé de les développer avec l'aide des entreprises. Et donc, on a un partenariat qui a débuté et 5 entreprises. On commence avec des petites entreprises parce qu'on a vraiment besoin de nous aussi, voilà, de comprendre, de mettre en place certaines méthodologies. Et donc, on a donc 5 entreprises avec des matières premières diverses. Le cacao, vous le mentionnez, mais on a aussi le coton ou le lin, on a le bois, etc. Et donc, ce partenariat est pour nous essentiel puisque ce qu'on veut, c'est que ces outils fonctionnent pour les entreprises. Donc, on veut les construire ensemble. Donc, ça répond peut-être à la problématique que vous mentionnez tout à l'heure sur les partenariats et qu'il fallait avoir des partenariats publics-privés. Et donc, c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec la collaboration. Et nous, de notre côté, on développe ces outils, on les met en place, on fait de la communication aussi et on booste ces entreprises. Et donc, oui, donc voilà, pour répondre à votre question, c'est la Belgique, ce sont des entreprises belges, mais avec des outils qui peuvent fonctionner aussi à l'international et qui d'ailleurs ont besoin de fonctionner, en tout cas pour le deuxième outil, à l'international. Oui, comme par exemple, vous avez mentionné le cacao, le chocolat belge est connu, effectivement, c'est des matières importées. Oui.
Oui, moi aussi, j'ai tout de suite pensé au chocolat. Bon, je pense qu'on peut toujours se mettre en contact et échanger là-dessus. Plus tard, je le discuterai aussi dans notre équipe. Et je crois que la troisième semaine du mois de juin, il y a une présentation de mon collègue Nicolas Petit sur l'activité surtout en Afrique de l'Ouest et aussi sur le cacao. Alors, je pense que là, il y aura aussi une opportunité d'échanger là-dessus. Mais je vais essayer d'obtenir votre adresse mail et se mettre en contact avec vous. Très bien, merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci pour votre contribution, Sabine Valence, et aussi si vous pouvez contribuer aussi par écrit dans le cadre des forums de discussion. N'hésitez pas aussi à écrire vos commentaires sur les questions ici par écrit. Comme ça pourra être aussi noté. Et puis, nous pouvons aussi répondre par écrit, comme disait Susanna. Comme ça, on a votre contact. Très bien. Voilà. En tout cas, à bientôt. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous allons passer à d'autres participants qui ont levé la main. Voyons voir ici, j'ai Lassina Balo. Vous m'entendez? Oui, allô? Allô, bonjour, Lassina Balo. Ok, bonjour. D'où est-ce que vous venez? Vos questions? Bon, en fait, je suis Lassina Balo, je suis agronome de formation. Je suis au Mali. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Susanna. Elle a évoqué leur appui par rapport au programme Commodity, surtout qui appuie dans les productions par rapport à l'agriculture durable dans les pays comme Costa Rica, par rapport à l'ananas et au Ghana et en Côte d'Ivoire. Mais en ce qui nous concerne, le Mali, nous sommes un pays sahélien et notre production agricole, surtout ce qui est exporté, ça c'est le coton, qui est produit sur la partie sud du Mali, qui est d'ailleurs même la plus arrosée. Mais le fait, c'est que vraiment, c'est inquiétant par rapport à l'utilisation des pesticides, surtout les herbicides et les insecticides, où le gouvernement aussi encourage les paysans à, à extendre leur production et aussi en les encourageant en subventionnant les engrais chimiques afin d'accroître les productions. Donc, je voudrais savoir si vraiment le programme a penché un peu aux pays comme le Mali ou le Burkina qui produisent assez de coton. Et surtout, nous sommes des pays vulnérables par rapport au changement climatique. Et aussi des alternatives aussi, si vous pouvez nous donner des conseils ou des orientations d'information par rapport à une agriculture durable par rapport à la cotoculture. Merci. Merci beaucoup de votre question, Nadia. Notre programme se concentre surtout sur les pays où il y a un risque de déforestation, perte de biodiversité. Mais je peux toujours consulter votre question dans l'équipe. Il y aura dans 3 semaines, comme je l'ai déjà évoqué, notre collègue Nicolas Petit qui a travaillé avant dans l'initiative qui s'appelle Better Cotton Initiative. Et aussi une de nos consultantes, Lise Melvin, qui en fait est notre consultante des plateformes, a été à la tête de cette initiative. Alors je peux toujours consulter avec eux et partager la réponse avec vous. Okay. J'ai juste un commentaire par rapport au coton, la production de coton. Effectivement, il y a des pressions très fortes qui se font de la part des multinationales dans l'agrochimie,
qui sont en contact auprès des gouvernements et qui exercent leur influence assez forte de manière à pouvoir vendre leurs produits, leurs graines, par exemple le coton transgénique, BT, ou alors qui est associé aussi avec aussi l'utilisation d'engrais ou d'herbicides ou de pesticides. Donc effectivement, là, le gouvernement a un rôle important à jouer quand il prend ses décisions. Et c'est pas toujours facile quand les pressions sont fortes de la part des multinationales. Et tout est lié effectivement parce que les acheteurs qui peuvent être des acheteurs qui viennent d'Europe, comme nous avons entendu tout à l'heure une collègue de Belgique qui disait justement les matières premières doivent être produites de manière respectueuse. Et si ce n'est pas le cas, les consommateurs, par exemple européens ou d'autres, ils peuvent exercer des pressions sur les entreprises qui contribuent à acheter ce genre de matières premières. Les paysans, souvent, malheureusement, sont pris un peu comme victimes du processus parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Mais je crois qu'il y a quand même des initiatives, de belles initiatives où les productions sont faites de manière durable, avec de bons résultats. Et il faut regarder ces initiatives. J'avais lu des initiatives au Burkina Faso où il y avait effectivement, on avait montré, des paysans avaient montré qu'ils avaient des bons résultats sans utiliser les semences OGM, avec des bons résultats. Donc c'est important aussi, si les paysans en plus arrivent à gérer eux-mêmes leurs semences, donc ils vont réduire leurs coûts aussi, ils ne seront pas obligés d'acheter les semences aux grands semenciers. Donc ça, c'est aussi des questions importantes sur les questions de production. Et vous avez sûrement une expérience dans ce domaine et vous pouvez me dire si vous connaissez des exemples qui donnent des bons résultats. Bon, en fait, à un moment donné, il y a des ONG qui avaient initié le coton bio, la production du coton bio, afin d'encourager vraiment certains producteurs. Donc, et vraiment, le prix de ce coton bio était vraiment assez conséquent, afin d'encourager les producteurs. Mais je vois que ces dernières années, cette promotion du coton bio a été abandonnée parce que la qualité du coton bio doit être d'abord certifiée par une organisation internationale afin de le mettre sur le marché international. Ça s'est abandonné parce que il n'y a pas eu d'encouragement ou d'appui même de l'État pour vraiment payer la prestation de ces organisations qui devraient faire la certification. Oui, d'accord. Voilà. Oui, les obstacles sont très nombreux, oui. Vraiment, bon, je crois que l'opportunité ou bien les alternatives comme devraient venir par rapport à la conscientisation même des paysans eux-mêmes, qui devaient être mieux structurés et aussi mettre en place leurs propres compétences et leurs structures pour produire eux-mêmes les semences et aussi faire la promotion de l'utilisation de la fumure organique. Et aussi, même si l'engrais chimique doit être utilisé, ça doit être de façon raisonnable. Je crois que ces genres d'initiatives quand même peuvent contribuer un peu à minimiser ou à optimiser l'utilisation des produits chimiques. Oui, tout à fait. Ce qui se passe souvent avec les paysans, c'est lorsque ce qui est la plus forte motivation pour un paysan, c'est de voir les résultats sur le terrain qui a été obtenu par un autre paysan qui a réussi à avoir une bonne récolte en utilisant une approche plus raisonnable. Et là, ça peut effectivement encourager la production durable parce que les résultats sont là. Mais effectivement, il faut avoir une approche intégrée et il y a quand même un savoir-faire aussi pour la production durable. En tout cas, n'hésitez pas aussi à écrire vos commentaires dans les questions et dans les forums de discussion. D'accord. Et merci pour votre contribution.
contribution. Ok, merci. Nous allons Merci. voir, il y a d'autres, je vois d'autres mains levées. Je vois ici Malé Diagana, à qui je donne la parole. Malé Diagana que j'ai rencontré l'année dernière au Sénégal. Bonjour Malé, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Je n'entends pas, j'ai l'impression que la connexion est mauvaise. Est-ce que vous m'entendez, Malé Diagana? Bon, on essaiera peut-être plus tard. Je vois. Oui, vous m'entendez? Non, je n'entends pas. On va essayer une autre personne. Emilienne Diane. Emilienne Diane, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Je vous entends pas très bien. Vous pouvez parler un peu plus fort? Ok, sans souci. Moi, je suis au Cameroun, je suis forestière de formation. Ma question concerne beaucoup plus les exemples. Je m'intéresse au programme de commodités durables des Nations Unies. Lors de la présentation, vous avez cité des exemples uniquement de culture pérenne. Et puis, je me suis demandé pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas d'exemple de culture vivrière sur lesquelles ce programme a travaillé? Si oui, je ne sais pas, j'aimerais avoir connaissance de cela. Et sinon, pourquoi? Allô, je ne vous entends plus. Malheureusement, je ne vous entends Allô? plus. La Oui, question, je crois que la question était sur les cultures pérennes et les cultures vivrières. C'est ça? Si j'ai bien entendu. Oui, Pourquoi on cite que des exemples oui, j'aimerais savoir s'il y avait des... Ok. s'il y a des Allô? Susanna, vous pouvez répéter la question peut-être? pourquoi on n'a que des exemples des cultures pérennes et pas des exemples des cultures vivrières dans la présentation? C'est ça, je crois que c'était la question. D'accord. Alors, je crois que on a des exemples de cultures pérennes, surtout parce qu'il s'agit des matières premières agricoles qui sont produites en grande quantité et mises sur le marché et achetées sur les marchés internationaux en grande quantité, beaucoup d'œufs. Je crois que ça, c'est la raison principale. Moi, je crois que vous avez parlé du soja, non? Oui, Le soja n'est pas une culture pérenne, puisque il est ressemé. oui, on a le soja, même l'ananas, en fait. L'ananas, il est aussi cultivé. Émilienne, est-ce que c'était bien votre question? Vous nous entendez? Émilienne Diane, je ne vous entends pas. Bon, il nous reste. Je vais peut-être. Oui, je voudrais juste peut-être rajouter que le choix des commodités, il se fait
au cours du développement de ce programme, alors les commodités ou les matières premières agricoles qui représentent le plus grand risque pour la déforestation, la perte de la biodiversité, ce sont bien le café, le cacao, le palmier à l'huile, alors aussi le soja. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils étaient mentionnés un peu plus dans la présentation. D'accord, merci. Il nous reste plus beaucoup de temps. Je vais essayer encore une ou deux personnes. Je vois ici, on va essayer de nouveau Malé Diagana. Vous m'entendez? On ne vous entendait pas tout à l'heure. Allô? Non, Allô? apparemment. Oui, allô? Malé? Vous nous entendez? Allô, Malé? Non? Allô? Vous m'entendez, Laurent? Oui, 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 là je vous entends. Allô? Oui, J'ai du mal à vous recevoir. Je ne sais pas si vous me recevez. En fait, on entend. bon, je me lance quand même. Je ne sais pas si vous me recevez. J'ai pris les présentations en cours. Je me suis connecté très, très, très tardivement parce que avec les soucis que j'ai eu pour me connecter. Mais je voulais juste demander si on peut avoir l'enregistrement rapidement dès qu'on termine la session tout de suite parce que moi, j'ai pas pu suivre le début. Je viens juste de me connecter, D'accord, quoi. oui, Je sais pas si vous m'entendez. le webinaire va être enregistré et puis ça va être fait, oui. Oui, donc vous pourrez l'écouter plus tard. D'accord. D'accord, très bien. Merci. Alors, je vais D'accord, passer merci. à Et on pourra aussi réagir à partir de chaque session qu'on aura peut-être. D'accord. N'hésitez pas à poser aussi vos commentaires et vos questions sur les forums de discussion. Est-ce que vous avez encore une question? Oui, ce sera tout, ce sera tout. D'accord, merci. Je vais passer à une autre personne. Juste une dernière personne, une dernière question avant de finir. Encore est-ce qu'il y a des mains levées encore? Je vois une main levée. Takin Kinatu Kitano. Oui, d'accord. Takin Kinat. Yeah. Oui, Alors, vous avez c'est juste quelqu'un quelques qui minutes. tente. Ok, Bienvenue. merci beaucoup. Je vous ai bien suivi avec beaucoup d'attention, Laurent, et surtout la présentation de Susanna. C'était vraiment intéressant. Je suis Takin Kitano, je travaille chez Africa Wildlife Foundation. Je prends juste l'aspect agroforesterie et changement climatique. Alors, nous sommes au niveau de la province de l'Équateur. Vous me suivez, Laurent? Je vous écoute, oui, oui, oui. Vous avez essayé Oui, d'être nous rapide parce que sommes... nous avons juste quelques minutes qui nous restent. Ok, ok. Alors, nous sommes au niveau de la province de la Chopa, en RDC, en République démocratique du Congo. Alors, nous avions lancé l'opération agroforesterie compte tenu de la déforestation et la dégradation avancée au niveau de l'ascape marine à l'Oporiwamba au niveau de l'Équateur. Alors, on a essayé un peu d'intégrer quelques plans, donc les arbres fruitiers, les arbres à chenilles, tout en associant avec culture vivrielle. D'accord. Alors, ma question était de savoir... Allô? Oui, je vous écoute. Allez-y, finissez la Allô? question. Oui, ma question était de savoir, j'allais vraiment m'adresser à Madame Susanna, de savoir comment il est en train de résilier la production durable, les problèmes de changement climatique, surtout quand nous sommes en train de produire, surtout au niveau de chez nous ici, où les gens
font la pression sur la forêt primaire. Bon, ils sont déboisés, donc pour déforester, dégrader le sol. C'est ce qui fait en sorte que les espèces rares puissent disparaître. Il y a aussi une perte de biodiversité. Comment nous pouvons faire face à ces problèmes-là au niveau de là où je suis? D'accord, écoutez, malheureusement, le temps est fini. Nous allons devoir fermer la session. Est-ce que vous pouvez mettre votre, j'apprécierais si vous pouvez mettre votre question par écrit sur le forum de discussion. Et comme ça, nous allons essayer de suivre. OK. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et merci une fois encore à Susanna pour avoir fait une présentation très intéressante. Alors, je vous souhaite un bon cours, une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir, une très belle journée à tous et merci beaucoup. Au revoir.